Il y a une équipe qui intrigue plus d'un suiveur du cyclisme, à savoir l'équipe DSM. À vrai dire, cette équipe a de quoi intriguer depuis un petit nombre d'années, que cela soit par ses conflits internes, les ruptures prématurées ou encore bien d'autres soucis. Dans cette vidéo, nous allons essayer de décrypter cette équipe, mais aussi de tenter de comprendre pourquoi l'image de cette équipe semble petit à petit s'effriter, voire totalement disparaître, elle qui a notamment formé John Degenkolb, Marcel Kittel ou encore Tom Dumoulin. Alors la team DSM est-elle une vraie équipe où plus rien ne va? Cette équipe ne s'ouvre-t-elle pas en partie de son modèle de fonctionnement et de formation? C'est ce que nous allons voir durant cette vidéo. Encore une fois, un tout grand merci pour votre soutien qui est très important. N'hésitez donc pas à partager cette vidéo, mais aussi à vous abonner et à aimer la vidéo. Pour parler de la team DSM, on va d'abord revenir sur les cas de contrats cassés durant l'histoire de l'équipe et revenir sur l'importance des coureurs cités. Ensuite, on parlera des problèmes liés à certains coureurs, comme la démoralisation ou les différences entre les jeunes montants et les cadres plus confirmés. Ensuite, je reviendrai aussi sur le modèle de développement de la team, avant de remettre tout ça en perspective en me basant sur le modèle de développement et de management pour essayer de nuancer cette partie du tableau. Revenons d'abord sur la peut-être trop longue liste des coureurs ayant cassé leur contrat avec la structure DSM qui s'appelait au départ le Team Giant Alpecin puis Sunweb, dans la chronologie des contrats cassés. Le premier coureur sur lequel on va s'attarder est un vainqueur de 14 étapes du Tour de France, à savoir Marcel Kittel. L'Allemand casse son contrat en 2015 auprès de l'équipe pour rejoindre Ethics Quick-Step l'année suivante. Pourtant leader presque incontestable si ce n'est par John Degenkolb, Kittel quitte l'équipe et pas spécialement dans les meilleurs termes qui soient. La même année, c'est aussi le jeune néerlandais Dan Olivier qui casse son contrat pour faire un break par rapport au cyclisme, notamment mental à cause d'un surentraînement durant l'année 2013. Il reviendra quelques années plus tard, en 2017 chez Lotto Enel. L'année suivante, en 2016, c'est le cas de Cheng Ji qui arrête prématurément, qui peut poser question, même si pour le coup on est sur un coureur qui n'est pas de la trempe de Marcel Kittel. L'année suivante, après une Vuelta où Warren Barguil désobéit à la tactique prévue et ne termine pas la course, le Français rompt son contrat et rejoint dans la foulée Fortuneo. En 2018, c'est au tour d'Edward Theuns de rompre son contrat avec l'équipe. Et cela continue une nouvelle fois en 2019 avec un des coureurs marquants de l'histoire de l'équipe et vainqueur du Giro avec celle-ci, Tom Dumoulin. On peut aussi se poser des questions sur le cas Kamna, qui semble laisser de sérieuses traces, encore maintenant chez le coureur, en cette même année. Et Verva qui dit s'être perdu sur bien des aspects dans cette équipe. En 2020, c'est Michael Matthews, vainqueur du maillot vert avec l'équipe, qui rompt son contrat une nouvelle fois. Et en 2021, c'est sûrement la plus mauvaise année pour DSM en termes des contrats cassés, avec Van Wilder, Benoît, où je détaille dans des vidéos traitant des deux coureurs plus précisément leur rupture de contrat et pourquoi ils quittent ces équipes. Et en tout début de saison 2021, on peut rajouter Mark Hirschi. Et on peut aussi se poser la question de qui sera le prochain en 2022, mais aussi si Søren Kragh Andersen aurait pu casser son contrat après les épisodes de Paris-Nice. En seulement 6 ans, c'est en moyenne un contrat cassé par an, ce qui en comparaison avec d'autres équipes est beaucoup plus rare, voire presque exceptionnel dans d'autres équipes. À ma connaissance, la dernière autre équipe qui a rompu un contrat est la Jumbo-Visma avec Dylan Groenewegen pour des raisons sportives plutôt, mais aussi un choix commun entre le coureur et l'équipe. Outre le nombre assez important de contrats cassés, parlons maintenant des problèmes plus globaux, dirons-nous, mais aussi de la démoralisation et d'une segmentation des équipements. En effet, plusieurs coureurs avouent avoir été démoralisés, voire plus durant leur passage, à l'image de Van Wilder qui annonçait avec soulagement la fin de son bras de frère, ou encore d'Edward Theuns qui disait revivre après avoir quitté l'équipe. Encore une fois, les cas Kamna et Olivier peuvent poser question. Kamna encore en proie à des moments de démoralisation lorsque les attentes deviennent plus fortes du côté de la Bora. Et il semble que cette équipe gère assez bien le cas Kamna, notamment grâce à ses coéquipiers et ses coureurs et les coureurs qu'elle possède. Cependant, cette fragilité semble dater de son époque de chez Sunweb, où il affichait déjà des problèmes et des pauses causant finalement son départ. Dans le cas de Dan Olivier, on est peut-être sur la même lignée, même si en effet on peut commencer à douter et à rechercher la cause avant avec son surentraînement. Néanmoins, cette pression mentale semble exister, que cela soit pour les exemples de Kamna, Van Wilder ou encore Theuns et Verva. Néanmoins, ce n'est qu'une partie que ceux que nous pouvons connaître et qu'un point de vue qui est ici donné. À côté de ce problème, il fut aussi question des problèmes matériels et une différence faite entre les cadres de l'équipe et les jeunes, qui est peut-être due à la pénurie actuelle de pièces de vélo, ne pouvant prétendre au même matériel de ce fait. Cette information était abordée par Van Wilder et j'en ai pas trouvé avant la période Covid, ce qui me fait prétendre que ce problème pourrait réellement avoir un lien avec
cette crise liée au Covid. Face à ça, il est difficile d'en tirer une réelle conclusion du coup, vu les punaiseries et vu le peu d'éléments que nous avons sur cette pénurie de matériel et ces différences de matériel où un coureur plus jeune n'aura pas le même matériel de contre-la-montre par exemple qu'un coureur plus confirmé. Toutefois, cela rejoint un autre point qui est l'hyper-contrôle de l'équipe sur le planning d'entraînement, le matériel et bien d'autres choses dans la vie du coureur. Et ici, je vais faire référence à un épisode de Paris-Nice 2021 où Søren Kragh Andersen est exclu de la course par son équipe pour un manque de respect au mécanicien qui avait réglé sa selle, comme lors des tests effectués en pré-saison, alors que le coureur, souhaitant être plus confortable durant l'épreuve, avait légèrement modifié la position de sa selle. Ceci fait donc que pour quelques millimètres, l'équipe fait un exemple et exclut Søren Kragh Andersen, ce qui mènera certains suiveurs à se prononcer sur une rupture de contrat prématurée pour Kragh Andersen. Mais la question quand même se pose ici, alors que ce contrôle presque extrême fait qu'une partie des coureurs vont rapidement regretter ce côté et rentreront dans une forme de malaise, engendrant du coup des problèmes plutôt psychologiques ou souhaitant quitter l'équipe. Jusque-là, je vous apprends peut-être pas grand-chose, mais il faut dire que les éléments trouvables ne sont pas légion. Pour terminer d'exposer quelques problèmes, on pourrait parler du côté financier, où l'équipe semble avoir été sévèrement touchée par la crise du Covid, surtout avec le retrait du sponsor titre Sunweb. À cet égard, il est possible que l'aspect financier soit devenu préoccupant et un problème, que le modèle de l'équipe pourrait maintenant s'agir aussi d'un modèle plus économique avec des ruptures de contrats payantes pour que la nouvelle équipe du coureur puisse payer et qu'on ait in fine une rentrée d'argent. Ces soucis financiers globaux font que l'équipe ne participe pas à énormément de courses et commence donc à avoir un cercle de soucis sportifs, comme je l'ai abordé dans ma vidéo sur les licences, qui pourrait rapidement devenir problématique pour le maintien si d'autres équipes en course venaient à passer devant. Maintenant que l'on a exposé les problèmes connus et trouvables dans les grandes lignes, rentrons dans le développement et le management de l'équipe avec cette fois plus de suppositions et d'avis personnels. Commençons par le développement où DSM peut compter sur une structure propre de formation de talent qui a permis de sortir quelques beaux noms pour l'équipe première ces dernières années et de beaux espoirs. Mais il est aussi intéressant de constater que même si l'équipe s'appuie sur un ensemble de coureurs et de jeunes coureurs intéressants, elle comporte quelques coureurs expérimentés. Cela a permis notamment à Hirschi de se révéler, à Van Wilder, à Rensman, Leknesund, d'avoir des responsabilités et ainsi de suite avec Bol et Dainese par exemple du côté des sprinteurs. Mais finalement, il faut aussi voir que l'équipe ne peut pas former uniquement pour former et ensuite reprendre des jeunes avec un salaire moindre pendant que les coureurs formés devenus leaders partent. En tout cas, dans le modèle World Tour, ce modèle-là peut poser question. Et là, je reviens avec mon idée de contrat cassé payant. C'est-à-dire qu'une équipe X ou Y intéressée par un coureur pourrait l'avoir suivant certaines conditions si le contrat était payé avec une indemnité de rupture donnée à l'équipe. Je pense essentiellement à deux coups dans le cas présent, le départ de Benoît et le départ assez opaque d'Hirschi. Pour moi, les deux coureurs sont partis en laissant un chèque de la part de leur nouvelle équipe vers DSM. Mais ce ne sont encore une fois que des suppositions que je peux donner. Il n'y a aucune information actuellement trouvable disant que ça a été le cas. Cela serait d'ailleurs plus vrai et vérifié que Quickstep Alpha Vinyl aurait payé une certaine somme à DSM pour s'attacher les services de Van Wilder et éviter de passer par la case justice puisque l'équipe ne voulait pas se séparer du Belge. Néanmoins, cela reste une supposition. Mais la formation de talents qui explose et partent de chez DSM est loin d'être une première isolée. Ensuite, parlons du management très strict de l'équipe où le coureur est là pour rouler, courir et performer et le staff est présent pour gérer tous les aspects du cyclisme, comme le matériel, la position, la nourriture, l'organisation des stages, etc. Cette méthode de maternage presque extrême est finalement le peu de liberté que possède le coureur, même sur son calendrier dérange certains d'entre eux qui expriment ce point en quittant l'équipe, tandis que d'autres semblent plutôt à l'aise avec ce type de management qui permet de se concentrer sur d'autres points précis. Cela dépendra du coureur qui préférera ou pas avoir ce mot à dire et gérer en partie les autres aspects de sa vie de cycliste professionnel. Passons maintenant à une remise en perspective des problèmes soulevés par cette équipe. Si nous n'avons pas toutes les cartes en main pour faire correctement la balance entre le pour et le contre des problèmes, une chose semble certaine. Quelque chose ne tourne pas rond au sein de cette équipe. Mais certains contrats cassés le sont-ils toujours parce qu'on a un conflit qui oppose le membre et l'équipe? Et cette question-là pense une nouvelle fois que non et que certaines ruptures se font plus de façon économique. Et sur ce point, si le budget est bien inférieur et que les mentions et rumeurs sur l'équipe seraient vraies, cela expliquerait une méthode de fonctionnement récente visant à vendre son coureur encore sous contrat afin de pouvoir prétendre à récupérer un peu d'argent et donc de combler d'éventuels trous de trésorerie. Toutefois, la remise en perspective ici est assez courte car chaque fois j'ai essayé de
autant que possible de nuancer les faits, explicités dans la presse. Et je terminerai cette partie par le management très strict qui semble très bien convenir à des coureurs comme Boll ou Bardet, qui a d'ailleurs publiquement dit qu'il appréciait cette méthode managériale, là où d'autres ont plus de mal, à l'image d'un Van Wilder récemment ou d'Edward Theuns. À travers cette vidéo, l'idée n'est pas d'enfoncer le clou sur l'équipe, mais d'exposer ce qui est connu du grand public et de tenter de nuancer l'image assez négative que l'on en a. Si d'aspect extérieur ne peut pas faire autre chose que de penser que cela dysfonctionne au sein de l'équipe, il est parfois nécessaire aussi de prendre un peu de recul et d'analyser la façon de manager pour comprendre certains mots. Toutefois, certains coureurs ne semblent pas garder un bon souvenir de cette période et d'autres semblent être libérés d'un poids à la sortie de cette équipe. Galère ou pas, il n'en demeure pas moins que les faits exposés au public ne sont sûrement qu'une infime partie de la réalité du terrain. À défaut d'être une vidéo de grande analyse et de grande profondeur, cette vidéo se veut récapitulative et explicite de certains problèmes soulevés lors des vidéos sur Benoît et Van Wilder. Cette fois-ci, je ne vous proposerai donc pas de questions en commentaire, mais je vous invite à me donner des idées de sujets que vous aimeriez me voir traiter. N'hésitez pas pour ça à vous abonner et à partager la vidéo. Je m'excuse pour la voix un peu bizarre et de temps en temps les coupures inattendues. C'est vraiment, voilà, j'ai fait la vidéo en étant légèrement enrhumé. Nous, en tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi, mais j'ai quelques idées à vous proposer, notamment sur les premières classiques flandriennes.